Bonjour. Voilà, nous allons poursuivre. Il faut pas hésiter à parler avant, parce que je ne vais pas vous voir. Donc, si vous voulez intervenir, dites moi. Nous allons poursuivre avec un moment d'échange et de partage autour de ces questions. On entrant peut-être un peu plus dans la pratique, selon un canevas qui a été partagé et pour lequel les intervenants ont pu participer. Donc, j'étais dans le silence. Je vous présente nos intervenants, donc Herman Deves qui va rester avec nous et intervenir aussi dans ce moment de table ronde. Nous avons avec nous Jean-Charles Ray. Bonjour. Voilà, Jean-Charles Ray, professeur à l'HES Valais-Vallis, qui accompagne aussi des institutions pour des changements managériaux et notamment aussi coach de la Business Academy, la Business Team Academy au sein de la HES. Valais-Vallis. Nous avons Christophe Barman avec nous également. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes vous le cofondateur de l'entreprise collaborative Loico. Loico. C'est vrai que Loico, c'était des boîtes de conserve. Quelle réception Loico alors. Ouais. Voilà. Un ambassadeur de nouvelles formes de gouvernance d'entreprise. Vous aussi, vous accompagnez des institutions vers les changements qui nous occupent. Et puis, deux personnes de la Fondation de Rousse qui nous accueillent, Philippe Bess, son directeur, qui est là et qui a fait entrer depuis 2018, je crois, le management participatif dans l'institution, et Stéphanie Emery-Henny, responsable ressources humaines de cette Fondation de Rousse et membre du collège de direction. Le canevas, c'est d'abord un moment de constat. Pourquoi il faudrait ou il faut évoluer aujourd'hui quand on est à la tête d'une entreprise ou d'une institution. Le travail est en train de changer, les gens qui travaillent sont en train de changer aussi. On va passer un petit moment là-dessus. Un gros moment qu'on va passer sur ce qu'est ce management participatif après avoir eu toutes les connexions cérébrales pour comprendre pourquoi il fallait y aller et ce qui est mu dans nos cerveaux pour aller vers ce genre de solution. On va essayer de voir un peu plus pratiquement comment ça peut s'installer, quels sont ses écueils aussi, et puis on terminera peut-être un peu plus rapidement sur est-ce que ces modèles-là sont adaptables, utilisables par tous les types d'organisations, d'entreprises? Est-ce que ça marche pour les cols blancs, pour les cols bleus? Est-ce que ça marche dans tout type d'organisation? Je propose qu'on commence tout de suite avec ce constat, et on va peut-être commencer avec vous, Jean-Charles Ray. Le monde du travail évolue, ça a été dit dès l'introduction de cette journée, en période de pénurie de main-d'œuvre qui a surgi comme ça à cause des baby-boomers. On nous dit, mais c'est arrivé très rapidement. Hein. Moi, de ma position de journaliste, tout à coup, le sujet est devenu un sujet, et alors c'était tous les 3 jours. Pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs, grosse difficulté. À la fois parce qu'il n'y a pas assez de monde, et à la fois parce que le monde qu'il y a n'a pas envie de rester, à une autre vision du travail. Où est-ce qu'on en est? Alors, j'aimerais bien avoir la réponse définitive à ça. Effectivement, on voit un changement très, très rapide avec l'apparition de cette pénurie. Si on regarde les chiffres, ils sont questionnants, puisque l'année passée, 40% des mises au concours ont débouché sur des solutions insatisfaisantes. Donc, la pénurie est très forte, mais de mon point de vue, la problématique existait avant la pénurie. Le rapport au travail a complètement changé, les conditions de travail ont complètement changé. On passe d'un travail où souvent c'était basé sur maîtriser les savoirs et les appliquer, à des conditions de travail où il faut adapter. Avec l'irruption des intelligences génératives, de plus en plus, les emplois qui sont centrés sur « je sais faire quelque chose, je maîtrise les techniques et je sais les appliquer » vont disparaître, je devrais dire, sont en train de disparaître. De plus en plus, l'emploi, ça sera savoir adapter les réponses, savoir se centrer sur les besoins du client, donc être créatif, ce qui est impossible dans des modèles hiérarchiques. Donc, il faut revoir complètement la copie. Et puis, ça, c'est l'exigence professionnelle, puis il y a les exigences personnelles. Les gens ont de plus en plus besoin de sens dans leur travail, ont besoin que le travail, c'est pas à 8 heures, je patiente
pour m'éclater dans mes loisirs, mais je veux me développer aussi au travail. Et là aussi, c'est contraire à des systèmes qui sont très centrés sur de l'exécution, sur l'application d'objectifs. Moi, je peux aussi me développer au travail, mais je peux peut-être un peu plus me développer en dehors du travail et donc avoir une relation au travail moins exclusive que les générations précédentes. Ouais, c'est tout à fait juste. Plus, c'est cool ce que tu as dit. Vous avez pas mis le merci. Oui, j'ai un micro, non? Alors, il peut-être mettre plus haut que ça. Ah, oui, voilà, il faut le. Je l'ai mis. Non, c'est vrai que les facteurs, les conditions complètement changent complètement. Chez nous, quand on analyse un petit peu ce monde du travail dans lequel on est toutes et tous, on voit qu'il y a 3 facteurs majeurs qui sont en train de le transformer. Un, la crise climatique, qui fait que les gens vont plus s'engager de la même manière pour les organisations qui ont un impact positif, et qui fait que les consommateurs, parce que je te dis pas mal ça, je suis aussi président de la Fédération vraiment des consommateurs, peut-être. Et donc, c'est vrai que les consommateurs sont en train de changer leurs habitudes. Ça va pas assez vite à notre goût, mais ils sont en train de le faire. Et donc, ce premier pilier qui, en fait, existe depuis les années 70, le MIT a déjà dit qu'on vivait une crise et qu'il fallait agir. Mais en fait, dans le monde de l'entreprise, ça a quelques années. Donc, déjà, un premier facteur. Deuxième facteur, ces fameux humains dérobotisés, ceux qui n'ont plus envie qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, qu'on les donne du sens à leur travail. Les sales jeunes, comme certains les appellent. Ce ne sont pas les sales jeunes, c'est une question de génération du monde du travail. Et ça n'a pas revenir en arrière. Et puis le troisième facteur, les robots humanisés, on va tous être des dompteurs de ChatGPT, c'est une certitude, et ça aussi, ça ne va pas aller en arrière. Et donc ces 3 facteurs, honnêtement, si on regarde, ils ont pas quelques années. Donc se prévaloir de méthodes de management et d'organisation qui ont plus de 5 ans, c'est une grosse connerie. Et le problème, c'est que ce qu'on apprend à HEC, moi je suis un HEC repenti, comme je viens de dire, je me suis dépêché d'oublier tout ce que j'ai appris en termes de management, eh bien, finalement, il faut passer à autre chose. Mais on y est, parce que est-ce qu'on est dans une niche aujourd'hui? Est-ce qu'on est avec l'idée du management participatif dans un vaisseau pilote de précurseurs tout à l'heure, on va nous parler des doux rêveurs par rapport aux réalistes. Où est-ce qu'on en est? Moi, quand on est en super pouvoir, j'ai toujours bisounours, donc je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu avant, qui était d'ailleurs brillant, bravo. Je pense qu'on doit faire partie d'une communauté, et là, cette communauté se vit déjà. Nous, on est membres de la Fabrique de l'Agilité, Manuela, d'ailleurs, on va discuter avec elle après de ce qu'on peut faire en se mettant en communauté sur ces nouveaux modèles. On voit qu'il y a de plus en plus d'organisations qui, finalement, réfléchissent à l'avenir de leur organisation à elles, mais en général, l'avenir du monde du travail. Et en fait, je pense effectivement que pas assez d'organisations, par rapport aux 3 facteurs que j'évoquais avant, se sont mis en mouvement. Et pourquoi elles ne sont pas mises en mouvement? On peut en parler les heures et les semaines, je ne vais pas le faire là, mais je pense qu'il y a une question évidemment d'expérience qui est claire que dans le dos. Le fait aussi qu'on est en Suisse 600 000 entreprises, dont 595 000 ont moins de 50 collaborateurs, dont la plupart sont dirigés par des hommes, 50+, en partie cravatés. Et donc, du coup, c'est clair qu'avec le leadership, ce leadership-là qui est en place depuis des années et qui a réussi, selon ses critères, puisqu'il est en place en tant que CEO, directeur général et tout ça, la remise en question est assez difficile, et donc le fait de se mettre en mouvement est difficile. Après, il y a d'autres trucs, il y a les dogmes des fêtières économiques, qui pour moi sont complètement à la rue, sur les années 80, tu sais, l'économie suisse, voilà. Il y a, bref, les dogmes politiques, on peut en parler là, mais il y a plein de dogmes aussi, dans lesquels, en fait, les organisations sont un peu insérées et ont de la peine à s'en sortir. Mais je pense que tout ce qu'on est en train de dire là est de toute façon inéluctable, et bravo à la Fondation de Muse d'avoir bougé, parce que aussi dans ce monde-là, je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'organisations qui restent un petit peu collées au passé. Alors, Philippe Besse, pourquoi vous avez bougé il y a quelques années déjà? Alors, c'est une conjonction de... Si ça marche. Vous m'entendez? Non. Ça marche pas. Help. Alors, on a bougé, c'est une conjonction de différents facteurs. D'abord, il y avait une volonté de certains collaborateurs et cadres de la Fondation d'aller dans ce sens-là. Il y a un élément, un flamme de départ, un étincelle de départ. Et puis, ça a mûri, ça a pris du temps. Quelques années, 2, 3, 4 ans. De mon côté, je regardais ça d'un assez circonspect. Moi, je suis de l'ancienne génération.
top-down, j'aimais bien. Non, pas du tout. J'ai dû bouger. La vie m'a forcé à bouger parce qu'à un moment donné, face à cette génération et au dynamisme des collaborateurs de la Fondation, d'une part, mais aussi face aux défis de la Fondation. On a été confrontés à un certain nombre de challenges à réaliser. Rester dans un modèle comme ça, c'était pas possible. On allait en trop perdre. Et puis à titre personnel, bah, moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on était 24 collaborateurs. C'est très facile d'avoir une maîtrise sur 24 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 130, 140. L'institution a grandi. Et moi qui aimais la maîtrise parce qu'elle me rassurait, ça me permettait de gérer mon angoisse, notamment, et ben, à un moment donné, j'arrivais plus. Donc j'ai travaillé plus, et j'ai eu, aujourd'hui je le dis, la chance de faire un burn-out. Je me suis retrouvé un matin à ne plus pouvoir me lever. Donc j'ai eu 3 mois d'arrêt. Et ça a été le signe pour moi, c'est soit je n'arrivais à changer, soit je me mettais en route et j'écoutais mes collaborateurs et j'écoutais les besoins de la Fondation et je devenais un dirigeant qui s'adapte à sa structure et aux besoins de son environnement, soit je devais partir. J'ai mis long à me remettre. En burn-out, j'ai plus que quelques mois pour se remettre sur pied, mais j'ai pu reprendre le travail après 3 mois. J'ai pu enfin être à l'écoute de ces éléments-là. Et j'ai dit à mon équipe, OK, on y va. Et j'ai eu en face de moi des gens motivés, compétents, et on a pu commencer le chemin, qui se continue aujourd'hui et qui n'est pas abouti. On retrouve des choses qu'on a entendues tout à l'heure de la part d'Erwan, l'écueil, la difficulté, la fondation montée, qui est bon, mais enfin, on imagine que les modèles ne sont pas comme ça. Il ne faut pas passer par un burn-out pour entrer dans ce système, on l'espère en tout cas. Stéphanie, vous étiez déjà à la Fondation et dans l'équipe dirigeante quand, en 2018, le nouveau modèle a commencé à être discuté? Alors oui, j'étais déjà là, mais j'ai débuté en 2017. Et puis effectivement, il y avait déjà cette réflexion d'aller vers quelque chose de beaucoup plus horizontal. Et ils ont créé aussi un poste de responsable RH. Je trouve que c'est aussi assez intéressant j'avais cette conscience-là que voilà, on a 85% des coûts, c'est les ressources humaines chez Deloitte, forcément. Alors voilà, et moi j'étais preneuse du projet, mais je n'étais pas tout à fait comme Mike Thorne, parce que de se dire avec 5%, on va y aller, il faut oser. Je crois, si je regarde un peu mes collègues là, beaucoup de peur. Et puis, voilà, surmonter l'angoisse. Alors, on est dans le milieu de la psychiatrie, donc ça peut aider. Il y a des médicaments. Mais très clairement, on est. Voilà, c'était le vide, il était là devant nous. Et puis, on s'est dit, je regarde Séverine qui est là depuis 15 ans, donc elle a survécu. Mais on a dû vraiment se réinventer tous aussi personnellement. Est-ce que, Erwan, je vais te regarder là, disait de cette histoire de l'humilité, je crois que c'est un des stocks vraiment. Je ne suis pas une superwoman, j'ai beaucoup de temps pour l'apprendre, mais je l'ai appris. Et puis j'ai le droit de me tromper et puis d'en faire quelque chose. Par contre, l'obligation d'en faire quelque chose. Bon, il y a un peu plus de réponses pour Mike Thorne. Peut-être que tu avais encore tout vos doigts de pied. Bon, moi j'aimerais encore un mot avant qu'on passe aux questions pratiques sur ce passage peut-être avec Christophe ou Jean-Charles. Voilà, on vient d'avoir une expérience, l'expérience d'un moment douloureux, une vraie remise en question qui fait qu'on passe. Le passage serein, il est possible aussi, il se fait, vous le constatez. Peut-être Christophe. Oui, déjà, on a beaucoup de similitudes. Parce qu'on a aussi, après 10 ans, 130 collaborateurs, on est aussi parti dans le modèle horizontal en 2018. Ouais, ça c'est étonnant de voir comme les organisations sont proches, en tout cas en termes de chiffres. Pour ma part, moi, il y a eu deux grands cas où j'ai pu vivre. Un, déjà dans l'aventure entrepreneuriale précédente, où j'étais patron d'une boîte qui s'est fait racheter par un grand groupe international qui voulait 20 points de base. Je me suis dit, ce capitalisme-là, plus jamais. C'était déjà à titre personnel. C'est très certainement ce qui m'a soigné pour des préceptes HEC traditionnels. Et puis la deuxième chose, alors c'est assez intéressant parce que quand on crée une entreprise, donc on l'a créée nous en 2013, on était 2, après 4, 5, 6. En fait, quand vous êtes dans notre start-up,
cette intelligence collective, le fait que les gens tirent à la même corde, ce qu'on a besoin, leur disent ce qu'ils doivent faire, ce qu'on a besoin de les contrôler, en fait, elle existe de facto, parce qu'on a un sens qui est très fort, et puis on a une proximité qui est très forte. Nous, on dit souvent, les 2 piliers principaux de l'intelligence collective, il y en a 5 pour nous, on ne va pas traiter ça, mais c'est le pouvoir et le savoir. C'est le fait que les gens qui sont sur le terrain aient le pouvoir et puissent décider. Quand plus le pouvoir est éloigné de soi, plus on a tendance à se battre contre parce que les décisions sont considérées comme exogènes, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc éloignées de nous. Et puis on a tendance en tant qu'humain à se battre contre les décisions exogènes qui ont un impact sur une position cadre. Voilà. Et donc dans une start-up, tout le monde a le pouvoir, même s'il y a un CEO, il d'aller s'asseoir à côté et dire hey, on ne peut pas faire ça, puis on fait ça. Après, quand l'entreprise est grandie, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des questions de coordination. On crée des équipes avec des chefs d'équipe, et du coup, le collaborateur qui avant pouvait décider, ou en tout cas syndiquer la décision, ils sont éloignés du pouvoir, et du coup, il va faire un step back. Comme ça. Donc ça, c'est un pilier. Puis le deuxième pilier, l'information, hein, le partage d'informations. Voilà, quand on est 2, 3, 4, on a tous discuté autour d'une table, c'est hyper facile. Puis après, quand on crée des strats, c'est moins facile, même si les chefs veulent passer l'information, c'est plus compliqué. Et donc, nous, on a vu très clairement qu'après 3 ans d'existence, alors qu'au début, on était assis sur des cartons, on était mal payés, on bossait la nuit, et tout le monde était hyper engagé, on a vu qu'il y a eu une espèce de forme de désengagement, ou un petit peu moins d'engagement, puis on a essayé de l'expliquer, et on a attribué ça à l'éloignement des gens du pouvoir et du savoir, de par la création des équipes, des chefs d'équipe, de ces fameuses stratéhiérarchies. Et là, on a dit, deuxième choc, là, on a dit, OK, on essaie de trouver un nouveau modèle. On a lu le bouquin de Frédéric Laloux, Réinventer les organisations. On s'est formé à holacratie et on a dit holacratie, ouais, on va faire l'oïcocratie parce que ça nous ressemble. Holacratie qui juste. Pardon? Juste ce. Alors, holacratie, c'est un modèle dérivé de sociocratie qui a été inventé par un monsieur Brian Robertson aux États-Unis, qui est très, très codifié, qui vient du Scrum, hein, qui est l'agilité dans le domaine informatique, qui plaît beaucoup aux gars de l'IT, mais beaucoup moins aux autres. Donc voilà, nous on voulait parce que c'est très, très, finalement, c'est assez robotisant comme ça. Hein. Donc déjà, il y a un onboarding qui est, enfin, le fait d'accéder au modèle qui n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de règles, hein, beaucoup de modus operandi, pour les moins anglais. Et en fait, c'est vrai que chez nous, quand on a testé, les gens ont dit, ouais, ça ne correspond pas trop. Et donc, on a finalement pris quelques idées de holacratie, quelques idées de sociocratie pour monter le modèle qu'on appelle l'oïcocratie, qui est un modèle finalement sans hiérarchie. Voilà, on va parler des contours tout à l'heure. Bon, pour terminer sur ce point, j'en parlerai. Un burn-out, un rachat d'entreprise hostile. Est-ce qu'on peut y aller sereinement? Je pose une question. Je réponds volontiers à cette question. On peut tout à fait y aller sereinement si on sait gérer sereinement les conflits. Puisque c'est un changement tellement important, ça demande d'aller par essai et correction, ça demande à chacun de repérer ses besoins, d'oser les partager. Lorsqu'on confronte des besoins, il y a des conflits. Donc, si on sait gérer les conflits, si on sait outiller dans la gestion des conflits, notamment dans la gestion non violente, ça peut aller tout à fait sereinement. Si on espère le faire sans conflit ou si on gère les conflits en modèle gagnant-perdant, ça va être très, très dur. Alors, on va passer. Ça fait peut-être, Florian. Ouais. Oui, peut-être par rapport à finalement à cette question du changement sous la contrainte, parce que finalement c'est ça la question, c'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, et en particulier sur les 5 dernières années, on a tout un ensemble de contraintes environnementales, etc., géopolitiques, sanitaires et autres, qui font qu'effectivement, il y a une accélération invraisemblable. Et comme vous le disiez tout à l'heure, si on se réfère au mode managérial d'il y a 5 ans, 10 ans, on est complètement déjà à côté de la plaque. Alors, la question fondamentale derrière, c'est de se dire, et ça renvoie à votre question initiale, pourquoi il faut évoluer? Alors, les raisons objectives, donc il y en a plein. Les contraintes objectives, il y en a plein. Mais le problème au niveau du fonctionnement cérébral, c'est que la meilleure des raisons d'évoluer, c'est d'en avoir envie. Et c'est d'y trouver du plaisir. C'est-à-dire que si vous évoluez parce que vous dites ah oui, j'ai pas le choix, eh bien là, en termes d'activation cérébrale, ça reste très pauvre, ça reste très réactionnel. Si en revanche, vous faites fi un peu de l'environnement et vous dites non, mais moi, la première des raisons, je vais évoluer parce que j'ai envie d'évoluer, de progresser, d'être curieux des choses et des êtres. Et vraiment, ce sera mon moteur numéro 1, cette motivation intrinsèque qui va être prioritaire sur tous les éléments extrinsèques.
et c'est beaucoup plus puissant en termes de motivation. Alors, merci. La motivation intrinsèque, vous l'avez dessiné, Philippe Besse, comme une nécessité pour vous, hein, et un partage finalement. Là, j'ai retrouvé de la sérénité avec l'équipe au moment où cette décision est prise. Comment on emmène, en fait, une fois qu'on a l'idée, qu'on s'est documenté un peu, qu'on a compris qu'il y avait des modèles, et là, on passe dans les aspects pratiques, justement. Comment on emmène une équipe? Alors, je ne sais pas comment on emmène une équipe. Ce qu'on a fait, nous, comme chemin, c'est que la première chose qu'on a posée, je crois que ça marche un petit peu. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est définir les valeurs. Sur quelles valeurs on souhaite maintenant travailler, collaborer, manager, gérer. Et on s'est assis, on a pris beaucoup de temps pour définir ce socle de ces valeurs. Et encore aujourd'hui, on a fait ce travail il y a plus de 10 ans, une dizaine d'années maintenant. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas une semaine où on ne se pose pas la question par rapport à une décision si on est en accord avec ces valeurs. On s'interroge. Et si la réponse est non, on reprend l'ouvrage pour redéfinir les choses. Et ensuite, on s'est mis autour de la table, on a été chercher des aides extérieures. On avait tout à apprendre encore aujourd'hui, collaborer avec la chance de collaborer avec Charge. Puis ensuite, on a travaillé ensemble. Quand on a mobilisé, on a fouillé cette intelligence collective, on s'est mis autour de la table, et puis on a avancé pas par pas, on s'est trompé souvent, on a réussi quelques fois, mais à chaque fois, on a voulu continuer. Ça a généré aussi une modification non seulement de la dynamique d'équipe, mais de la composition d'équipe. Parce qu'on a eu autour de la table des gens qui étaient très désireux du management participatif, très désireux du vote de gouvernance, mais qui n'ont pas réussi à mobiliser en eux les ressources nécessaires pour bien très réellement. Ça demande de gérer son angoisse, d'accepter de perdre la maîtrise, ça demande de partager la décision, voire de déléguer. Et on a des personnes qui, à un moment donné, bien qu'ils avaient le désir, un désir sincère, ils n'étaient pas prêts. Vous parlez des collaboratrices et des collaborateurs. Les chefs de service, déjà à ce niveau-là. Et on a perdu une partie de nos chefs de service qui n'arrivaient pas à rentrer dans ce modèle-là parce que c'était trop dérangeant, trop tôt dans leur parcours de vie et parcours professionnel. Et une fois que l'équipe de direction, et j'inclus le conseil de fondation, était convaincu du modèle et fait un bout de chemin, ça a pris 2 ans. Eh bien, on a fait la transmission au niveau des collaborateurs en disant on se met maintenant en route sur l'ensemble de l'institution et on va travailler ensemble, puisqu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on va faire faux ensemble. On va vivre, c'est déjà une période de chaos, de désorganisation. Acceptons la départ si c'est possible. Sinon, traversons-la et prenons le temps qu'il faut. Ce n'est pas fixé non plus d'objectifs temporels. Disant, on ne sait pas. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas le temps qu'il faudra pour aller, pas suivre. Vous avez l'impression que vous y êtes là? Vous dites, on ne sait pas le temps qu'il faudra pour aller au pas suivant. Alors, j'ai bien compris qu'en quelques années, les systèmes changent, l'univers autour de nous change, donc il faut s'adapter continuellement. Mais vous êtes encore en processus? Oui, on est encore en processus et je pense qu'on ne restera tout le temps. Ouais. Chaque semaine, on s'améliore, chaque semaine, on fait faux sur certains domaines, on réussit d'autres. Et c'est compliqué pour moi, pour nous, de mener une équipe, des équipes, de se mener soi-même dans cette vision-là, parce qu'il faut rester très vigilant, très attentif. Moi, ça c'est naturel, il n'y a rien au galop. Dès que je suis un peu fatigué, dès que j'ai un peu peur, dès que je suis un peu stressé, j'ai mes 2 réflexes de manager top-down qui reviennent. Et heureusement que j'ai une équipe qui ose me dire, Philippe, tu redescends un petit peu, pars en vacances. Et laisse-nous gérer. Parce que là, tu recommences cette problématique. Et on a cette circulation d'informations, on a cet humour aussi qui nous aide énormément. Et cette humilité, je crois, on ose se confronter, on ose le conflit. On vit beaucoup de conflits au sein du collège de direction, mais des conflits sains et qui se finissent souvent par un apéro. En fait, on se dit des choses, on peut passer à autre chose. Enfin, je dis apéro. Allez, on va rentrer dans le vraiment concret, là. Quels sont les leviers, finalement? On a compris, donc on a embarqué les cadres, la philosophie est partagée. Après, il faut emmener le reste de l'entreprise ou de l'institution.
Et puis, participatif, c'est cool, c'est un mot. Tout le monde peut donner son avis, c'est très bien. Quels sont les leviers pour que les gens sentent que leur avis est pris en considération et entendu? Alors, les leviers, c'est vrai que, juste pour revenir à comment nous on l'a fait, je pense que c'est important voilà, de dire le comment, c'est rentré dans la boîte noire maintenant. Hein. Je me rappelle, c'était le 4 février 2019, hein, donc une date qui m'a marquée, où on a dit à tous les collaborateurs, bon voilà, nous ça fait 2 ans qu'on a développé ce modèle-là, on l'a vécu, on est dehors, et maintenant, tous ensemble, on va passer au participatif. Alors voilà, je crois que beaucoup de monde, on a dit ça va être chaotique et tout ça, et puis en fait la difficulté, c'est que nous on voyait les bénéfices, on savait que ça allait être bien, mais en fait tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir ce que c'est. Et on a vraiment dû mettre un pas après l'autre, hein, et tu nous as dit Jean-Charles, ça va être très compliqué, il y aura des départs, il y en a eu, c'est vrai, on a vécu 2 ans complexes, hein, ça y est, voilà. Et puis après, petit à petit, parce qu'il y a quand même la lumière dans le tunnel, hein, on a mis en place des éléments. Je vais vous donner un élément très concret, je trouve qu'il illustre très très bien. Le nerf de la guerre dans le monde du social et de la santé en général, ce sont les horaires. Les horaires, d'habitude, c'est le cadre qui fait les horaires, et c'est toute une problématique. Et puis là, on a accompagné, ça s'est fait sur plusieurs années, c'est les équipes qui font leurs horaires pour une année entière. Ça veut dire, je dois être capable de dire à mon collègue, bon, moi je veux aussi le mercredi après-midi. Donc je dois assumer ça. Et si je dis bien, je me tape tous les mercredis après-midi, voilà. Et donc c'est développer ça, c'est développer la capacité à les dire à l'autre, voilà mes besoins, hein, moi j'entends aussi les tiens. Et c'est peut-être dépasser aussi cette idée de conflit, hein, et d'aller sur cette communication-là. Et maintenant, je crois qu'il n'y a personne, on a plusieurs collaboratrices et collaborateurs dans la salle, vous me dites si je dis des bêtises, hein, mais je parle sous votre contrôle. Je pense qu'il y en a plusieurs qui seraient plus chez nous, même beaucoup, si on revenait à un autre mode. Et il y a un work-life balance, pardon pour l'anglicisme, qui est bon, et les personnes, même des jeunes mamans ou des personnes qui ont d'autres activités, restent chez nous. Et ça change tout. Hein, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qu'on peut citer. Et c'est ce petit à petit qu'on va remplir, on va dire, ah bon, ouais, c'est chouette, j'ai cette emprise-là, puis après, on parlait des heures, il faut m'arrêter, mais il y a plein d'autres choses qui ont été mises en œuvre aussi. Et dans chaque équipe, à la vitesse aussi de l'équipe. Et après, c'est de se poser la question jusqu'à quand on attend. Dans certaines équipes, on est des fois un petit peu là, mais on a quand même tous appris maintenant depuis ces années. Les horaires, je vais regarder, moi, hein, les avantages que vous mettez pour appâter vos futurs collaboratrices et collaborateurs. Il y a beaucoup d'aspects administratifs d'ailleurs, hein, les horaires, la planification des vacances, l'ouverture au télétravail que beaucoup d'autres entreprises connaissent, bien sûr. Quand on entre, peut-être on revient à Philippe, mais quand on entre dans l'aspect stratégique de l'entreprise, là aussi les décisions sont discutées, partagées. C'est autre chose quand même, hein, organiser soi-même ses horaires par rapport à des décisions fondamentales. Il y a un conseil de fondation, il y a une direction. Est-ce que là, on sollicite aussi? Alors, peut-être juste une petite précision. On est en train de parler de ce qu'est le management participatif. On peut aussi parler de ce que c'est pas. Le management participatif, c'est pas une démocratie. Pas tout le monde dit son avis sur tout, se mêle de tout et intervient dans le domaine de l'autre. Non, dans son domaine d'activité, de responsabilité, effectivement, les personnes ont un pouvoir d'agir qui est très important. Mais ce pouvoir d'agir, il est à leur niveau et on essaie de ne pas aller dans le domaine de l'autre. Et on empêche l'autre de venir dans ce domaine. Je prends toujours l'exemple, je ne vais jamais dire au cuisinier de la fondation qu'est-ce qu'il doit faire comme menu, comment il va cuire ses steaks et quel légumes il doit choisir. C'est son domaine et si je lui vais, il me renvoie dans mon bureau en disant ce n'est pas ta place. Tu me donnes par contre les éléments de sortie que tu attends, donc les objectifs que tu attends, c'est-à-dire une cuisine de qualité, équilibrée, biologique, avec des produits de proximité, enfin voilà. Et à partir de là, avec ce cadre qui est donné et qui est non négociable, et qui définit effectivement, soit par le conseil de fondation, soit par le partenaire externe, l'État qui finance une grosse partie de notre institution, soit par des lois, eh bien ce cadre il est non négociable. Mais dans ce cadre, le collaborateur, les équipes,
ont un pouvoir d'agir qui est quasi total. Ils peuvent choisir leur chemin. Le corollaire à ça, c'est qu'ils assument la responsabilité du résultat. On ne va pas leur dire quel chemin ils doivent prendre, comment ils doivent faire la temporalité, rien. Par contre, à la fin, on dit on va aller vérifier la quantité et la qualité des prestations générées. Et puis là, on va avoir un rôle important en disant bah, ça joue pas. Et si ça ne joue pas, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu peux faire pour que ça se passe différemment? Comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Quelles ressources tu vas mobiliser à l'interne et à l'externe pour y arriver? Puis si effectivement, après tout ce soutien, tout ce coaching, la personne n'y arrive toujours pas, eh bien, on est confronté à un problème. Donc, responsabilité, corollaire, liberté, pardon, corollaire, responsabilité. Et on ne va pas se mêler de tout. On ne va pas dans le domaine de l'autre, on empêche les autres de venir dans son domaine. Poliment, mais on doit être aussi assez clair là-dessus. La nourriture est bonne à la comptage. Alors, le ministère de collaboration, je crois. Bon, ça marche. Jean-Charles, ça m'amène ce mode de démocratie qui est arrivé, hein, c'est très bien, dans cette discussion, au côté adaptatif finalement des modèles. Hein. J'imagine qu'on n'introduit pas le modèle de la même façon. C'est pas un modèle, c'est une façon de réfléchir qui va s'adapter aux réalités des entreprises ou des institutions qui veulent s'y aventurer. Alors, effectivement, je pense que c'est surtout pas un modèle. Vous ne trouverez pas un manuel qui vous dit on commence par là, on fait ça. C'est une posture. On peut en parler. Non, moi, je ne crois pas du tout que c'est un modèle. C'est vraiment un processus d'apprentissage et de développement en équipe, un processus collectif. Et il faut accepter d'y aller pas à pas. J'ai bien aimé ce que tu as dit, en jouant sur ces deux dimensions. On ouvre des espaces de liberté. On demande aux gens qui y sont d'assumer leurs responsabilités jusqu'au bout, en sachant bien qu'au début, il n'y a pas de raison que ça marche. Parce qu'on ne leur a jamais demandé ça avant. Donc, il y a tout un processus d'accompagnement, d'apprentissage. Moi, j'ai déjà accompagné une quinzaine d'institutions ou d'entreprises. Chaque fois, c'est différent. On a des modèles où on a tout le monde dès le début. On a des modèles où on part du haut et on descend. Il faut partir d'une culture qui existe. Il faut partir des personnes telles qu'elles sont. Je ne peux pas sortir d'un modèle où j'ai dit aux gens, fais ça, tel délai comme ça, à demain, sois autonome. J'ai bien aimé votre expérience. Vous l'avez annoncé une fois à tout le monde. Nous, puis on est participatif. Certains ont compris, je vais pouvoir commenter tout ce que je veux. D'autres ont dit, je vais faire ce que je veux. D'autres ont dit, mon Dieu, je ne vais pas faire. Il faut définir ça, partir des valeurs et définir. Et puis, on ne peut pas les définir blabla. J'ai bien aimé ce qui a été dit tout à l'heure, c'est passage à l'action. J'essaye et puis j'ai l'humilité de regarder ce qui a réussi, ce qui a raté. Et chaque fois que je rate, je ne m'arrête pas à ça, je ne cherche pas un coupable. Je pose des actions pour avancer. C'est ça, on entend beaucoup, on prend le temps, on tâtonne, on regarde, on voit ce qui ne marche pas. Et j'imagine, alors je ne sais pas si on a des regards de la finance ici, mais en fait, j'imagine que dans certaines entreprises, ce qu'Herman décrivait comme il faut des réponses tout de suite, il faut une rapidité d'action, il faut des résultats, et on est dans un monde où la culture du résultat est plutôt une culture rapide. Hein. Cette notion de on va prendre son temps et tâtonner. Vous qui rencontrez aussi des entreprises pour instaurer des modèles, c'est quelque chose qui doit exister un peu, non? C'est la définition même de l'agilité, de tester, d'essayer. C'est clair que si on n'accepte pas a priori, on est mal barré dans l'implémentation de ce genre de modèle. Parce que justement, on a un modèle qui est basé sur la confiance, qui met l'humain au centre, et puis l'humain, il est difficilement, je crois que ça a été très bien dit ce matin, ils sont modélisables. Donc c'est vrai que si on n'accepte pas, et d'ailleurs je dis assez souvent, finalement le propre de l'entrepreneuriat, quand on crée une organisation, c'est vraiment s'adapter à ces conditions cadres de manière permanente. Et comment mieux s'adapter à ces conditions cadres qu'être dans un modèle agile où les gens sur le terrain décider de ce qu'ils doivent faire. Donc oui, effectivement, on peut considérer, si on est un petit peu dans l'ancien monde, qu'on va être peut-être plus par tâtonnement, en tout cas perçu de la part de la gouvernance traditionnelle. C'est toujours la même chose. Hein. Parce que je peux vous dire que dans les organisations où il y a restructuration sur restructuration, les collaborateurs et patrices, ils ont aussi l'impression que l'équipe en haut, ils sont dans le test permanent. Hein, donc, et puis ils ne trouvent pas ça super non plus.
Donc en fait, c'est qu'une question de lorgnette. Et là, l'idée, c'est qu'on donne la lorgnette, l'autonomie, la décision aux gens qui sont les plus proches du terrain, qui vont tester et qui, à la fin, vont arriver, selon moi, à un résultat rapide et efficient que dans un modèle où finalement on décide tout d'en haut et ensuite tout le reste doit s'adapter. Donc ça, je pense que c'est un premier truc qui est fondamental. Puis par rapport juste à ce qui a été dit avant, enfin, je suis super d'accord, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a la culture, on a parlé de valeurs avant, et ça c'est hyper important, c'est le territoire de valeurs dans lequel on est d'accord tous ensemble d'exercer. Et ça va être posé, ça va être communiqué, ça va être co-créé, ça va être un modèle finalement qui fait fonctionner l'organisation, pas juste un truc qu'on met sur un mur en disant nos quatre valeurs, c'est ça que personne ne comprend, etc. Parce que les gens, finalement, dans une logique d'autonomisation, eh bien, vont comprendre, vont connaître les bornes dans lesquelles l'organisation évolue, et c'est les valeurs, et c'est la culture. Et assez souvent, et puis de l'autre côté, il y a la structure. En fait, culture et structure doivent avancer en parallèle, parce que si vous mettez en place un super modèle, vous dites ben maintenant on est autonome, puis vous mettez en place un super organigramme qui n'est pas un avec des cercles, et que la culture ne suit pas, en fait, les gens, ils ne vont juste pas y aller, quoi, ils ne vont pas oser. Hein, la fameuse question de et je crois que tous ces modèles sont basés sur la confiance. La confiance, c'est avant tout un élément culturel. Si on est dans une organisation qui a, par défaut, ne fait pas confiance, et que les gens prennent un taquet derrière les oreilles chaque fois qu'il y a une faute, c'est clair qu'ils vont relativement peu oser prendre leur autonomie, leur responsabilité, puis avancer, quoi. C'est pour ça que ces éléments de culture et structure sont fondamentaux. Et quand je parle de structure, c'est avant tout, et ça on traite beaucoup ça à la farine d'agilité quand on échange avec différentes parties prenantes qui vont essayer de le faire, c'est avant tout rendre le modèle explicite. Et ça, c'est vraiment hyper important, c'est rendre le modèle explicite, que tout le monde puisse le comprendre, pour que tout le monde puisse le faire évoluer, et puis agir avec des règles, des conditions cadres qui sont comprises. Claire. Par rapport à une image qu'on peut avoir du modèle participatif, ce n'est pas un modèle où on pose beaucoup, c'est un modèle où on expérimente beaucoup et vite. Donc, ce n'est pas forcément non rentable. C'est pas la fête du slip. Non, c'est pas il y a un problème, on l'analyse, on pose des axes, on l'évalue. Et chaque fois qu'on fait ça, on progresse. Moi, j'ai vu qu'un des dangers majeurs, c'était la réunionite, tout le monde donne son avis, on passe des heures à discuter pour finalement prendre une décision. C'est pas ça, Gilbert? Alors non, c'est pas ça. C'est le danger auquel il faut rester attentif. Parce que c'est sûr quand on mobilise l'intelligence collective et quand on est plusieurs à partager la décision, il est certain que cette décision sera plus intelligente parce qu'on va mobiliser plus d'expérience, mais ça prend un petit peu plus de temps. Donc un tout petit peu plus de temps, c'est normal. Rester attentif pour arriver à un résultat qui est bien meilleur. Par contre, peut-être que je vais rebondir sur ce qui a été dit, c'est que si on veut mobiliser la créativité et l'autonomie des collaborateurs, il faut pour ça qu'ils fassent cette importance. Donc la hiérarchie ne peut plus être une hiérarchie qui punit, qui sanctionne, ça doit être une hiérarchie qui soutient et qui porte, qui donne aussi des jalons très clairs. Donc ce qui est possible et pas possible, ce qui est attendu au final. Mais la hiérarchie doit avoir une posture qui est totalement différente et qui est vraiment une posture bienveillante et de coaching. Et c'est que dans ces conditions-là que les personnes osent sortir de leur zone, peut-être de confort ou leur zone habituelle, pour aller vers quelque chose qui les correspond plus et qui en fait leur permet d'évoluer au sein de l'entreprise, et ce qui est bénéfique pour tous. Le collectif, ça peut se tromper ou pas? Le leader, encore plus, tout seul. C'est pour ça qu'on parle Je suis défenseur du modèle fonctionnel. C'est pour ça qu'on parle d'un modèle par essai et correction. L'erreur fait partie de l'apprentissage, et quand il y a une erreur, ce qui est important, c'est de repérer pourquoi on est là plutôt que les trois têtes. Peut-être juste une chose fondamentale sur la confiance. Moi, j'ai toujours choqué de constater que 99% des organisations sont basées sur le fait qu'on ne fait pas confiance. L'entreprise, c'est le seul endroit après les jupes de votre mère, les pantalons de votre père, on vous dit à quoi vous devez arriver, ce que vous devez faire, comment vous habiller. Moi, les gens qui ont des gamins, se comportent pas gamins, c'est pas l'armée, quand on essaie de se cacher pour faire le truc. Voilà. Et en fait, ça, c'est que si on partait du principe inverse, le fait que par défaut, on fait confiance, et du coup, on va traiter par le modèle des déviations par rapport aux objectifs attendus, parce que je crois qu'on est tous assez d'accord là-dessus, et on est beaucoup plus performants.
Parce qu'au lieu d'avoir 130, 135 collaborateurs, c'est 130 entrepreneurs, intrapreneurs, de gens qui réfléchissent, qui font évoluer leur modèle, qui répondent aux besoins des patients, des clients. Enfin, c'est hyper puissant, en fait. C'est hyper puissant. Mais le problème, évidemment, il faut que le leadership qui est en place, un conseil de fondation, un conseil d'administration, en fait, l'intègre comme une donnée fondamentale. Et ça, c'est pour moi un des problèmes principaux. C'est qu'assez souvent, le fait de vouloir libérer l'organisation, supprimer la hiérarchie, etc., ou les mots que vous voulez, en fait, part du terrain, part des ressources humaines, part de plein de gens qui ont envie de faire bien sur le terrain. Le problème, c'est que ça va tout à fait intégrer le conseil d'administration, le conseil de fondation. Et le retour de bâton, il peut être hyper violent. Parce que le truc, ok, si on siffle la fin de la récréation, puis maintenant, on va quand même décider ce qui est important. Si vous êtes rentré dans une logique de vouloir agiliser et que vous avez impliqué les gens pour ça, puis qu'il y a un retour de bâton, alors c'est la catastrophe, vous auriez mieux fait de jamais rien faire. Donc l'alignement, il est hyper important. Et dans les sociétés anonymes, le gros problème, alors je ne parle même pas de sociétés sur les marchés ouverts, hein, finalement, le lien entre la gouvernance principale, qui est l'actionnariat, et puis l'entreprise, finalement, c'est que le pognon. En fait, vous oubliez. Vous oubliez, parce que du moment qu'il va y avoir une problématique de retour peut-être au niveau financier, il y a quelqu'un qui va dire, bon, arrête, on siffle la fin de la récréation, puis maintenant, on va licencier 200 personnes pour faire de la marge, et tout ce que vous avez essayé de faire pour mettre en place le truc, c'est mort. Donc c'est pour ça que cette gouvernance, évidemment, vous êtes une fondation, il y a des ici, il faut absolument faire en sorte qu'elle soit alignée sur le modèle, sinon, c'est pas durable. Ça répond déjà à une partie de la fin de ce que j'imaginais. Non, mais c'est très bien, que ça vienne maintenant. Stéphanie, je voulais plus taper le micro sur cette question. Je pense qu'il y a un vrai travail d'explication auprès d'un conseil de fondation et on est Philippe et puis cet autre membre de la direction et on va faire ce travail-là. Parce qu'on peut avoir peur, on a une trop précédente de notre conseil, c'est vrai que ça peut faire peur. Parce que quelque part, on laisse beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, on n'existe pas tout, ça c'est vrai, par contre c'est bien plus riche. Donc ce travail il est extrêmement important. Puis j'aimerais aussi dire qu'il n'y a pas de demi-participatif, alors on l'a appelé comme ça, mais c'est aussi le management de Domus, hein, vu qu'on va continuer tout le temps à le développer. D'ailleurs, on trouve que c'est un très mauvais mot. Hein. Finalement, participatif, c'est justement pas participer, mais c'est être responsable. Et moi, je le dis à tous les entretiens de recrutement que je fais. Donc, on est là-dedans, on va dans ce management-là en totalité, on n'y va pas. Le demi n'existe pas. Le demi, on a le retour de bâton des collaborateurs, mais pourquoi est-ce que là, tu ne laisses pas et voilà, donc c'est passionnant. Et, Ça peut contrer le pire truc du monde, c'est-à-dire la boîte à idées. Le pire truc du monde, parce que souvent on voit que les petits commencent à vouloir écouter les collaborateurs, ses collaborateurs, on met une boîte à idées, c'est le pire truc du monde. Et les gens, ils mettent leur truc. En fait, évidemment, vu qu'ils ne sont pas responsables de comment finalement on va mettre en place tout ça, ils mettent ça va être c'est la liste du Père Noël, quoi. Ils mettent, puis après, évidemment, ça génère un tas de frustration parce qu'on ne peut pas faire, parce que ça arrive au comité de direction. Les gars, on va prendre les sous, on peut pas avec ça. En fait, c'est le pire truc du monde. Donc, le fait de pouvoir proposer, oui, mais il faut que la responsabilité vienne avec. Et surtout, il faut expliciter le fait que quand l'autonomie est donnée, on a l'autorité, parce que l'autonomie va avec l'autorité, mais également avec responsabilité, dans une culture bienveillante et dans laquelle, évidemment, les gens sont en sécurité. Parce que si les gens ne sont pas en sécurité, deuxième niveau de la pyramide de Maslow, ils jouent leur pomme. Et donc, du coup, malheureusement, ils vont se battre contre le collectif plutôt que jouer. C'est donc un management très exigeant, beaucoup plus exigeant et responsabilisant qu'un management traditionnel. Après, avant de passer au dernier point, qu'on fasse un jour de table, qu'on ne plaît pas, peu importe, mais moi, il y a une notion qui chatouille un peu, c'est qu'on a, ce que je vois, c'est un modèle qui est très ouvert au collectif, et qui en même temps a une attention, j'ai l'impression, très déterminée à l'individu. Donc il faut jouer avec ces deux notions, une sorte de réconciliation du capitalisme et du communisme, qui est vraiment rapide. Hein, c'est vrai que c'est un des gros enjeux parce que le collectif ne marche que si les individus marchent. Donc on parle de cette façon, on parle d'auto-entrepreneur, moi je préfère l'autonomie,
Ça demande à chacun de savoir repérer ses besoins, d'être humble et de savoir les partager. Donc pour moi, un des enjeux, c'est ce qu'on appelle la culture du dialogue. Il faut apprendre à dialoguer, il faut apprendre à avoir des dialogues qui permettent d'avancer plutôt que prendre de la montation où les gens on règle les comptes. Donc c'est aussi ça qui rend le processus long et difficile, c'est vraiment créer du dialogue pour que des individus complets puissent exister dans des collectifs performants. Et ça s'apprend en ce temps. Et aussi la montée en compétences qui prend évidemment du temps du collectif sur l'organisation. Parce qu'a priori, dans une organisation traditionnelle, dans votre cas, dans votre job, vous n'avez pas tellement besoin de comprendre où va l'organisation, sa stratégie. Là, dans un modèle comme ça, il faut que tout le collectif monte en compétence sur la compréhension de l'organisation elle-même. Et donc, la formation, l'information, le coaching est beaucoup plus important et déterminant que dans une organisation traditionnelle. Et c'est de la même chose en politique. Hein. Si les gens ne sont pas formés et informés, ils peuvent vous laisser. Enfin, désolé pour le... Et c'est vrai que ça implique d'oser partir sur des petits projets, mais avec un contrat de confiance. Et si vous maîtrisez le petit projet, il y aura un plus grand, vous pourrez demander plus. Et on expérimente, on essaye, et on va jusqu'au bout. Effectivement, des processus arrêtés, c'est une catastrophe. Et le premier crash test pour du participatif, c'est la première benne plantée. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on sanctionne? Et on cible la fin de la récréation. Là, c'est un nouveau maximum. Et d'un côté, tant que tu n'as pas les crashs et que les gens voient que le crash ne génère pas de punition, je ne sais pas quoi, l'autonomie ne se prend pas vraiment sur des rôles fondamentaux. Parce que souvent, on est quand même culturellement, hein, cette culture de l'échec, en Suisse particulièrement, on dit assez souvent, ça se passe faire. Et en fait, tant qu'on n'a pas vu que le modèle était vraiment bienveillant, qu'on pouvait finalement tester, se planter, etc., les gens ils attendent un petit peu pour voir, même si c'est inconscient. On dit que le droit à l'erreur est fondamental, mais pour qu'on s'autorise le droit à l'erreur et qu'on s'autorise de dénoncer son erreur, pour l'accepter, faire le pas suivant, il faut que le système sécurise et l'accepte aussi. Et là, il y a une clé qui est importante. Vous avez vu comme je laisse le collectif se démerder. Oui, je voulais juste revenir sur un point de Philippe. Alors d'abord, Philippe, j'ai adoré vos propos et je ne suis pas étonné d'ailleurs que vous ayez eu un label Friendly Workspace récemment et vous avez eu l'humilité de ne pas le dire, donc bravo déjà. Et je voulais revenir sur un point particulier que vous avez mentionné tout à l'heure, quand vous avez dit, oui, parfois quand je suis fatigué, je reviens à des anciennes pratiques, etc. Et ça, c'est un point qui est très important parce qu'il faut bien comprendre qu'avec le cerveau face au changement, rien n'est jamais acquis. Et on peut très vite être rattrapé par ces biais cognitifs. Si par exemple on a initié tout un processus et tout se passe bien, eh bien on peut avoir un biais de surconfiance, c'est-à-dire qu'on va baisser son niveau de vigilance et de concentration et on va de nouveau pouvoir faire des erreurs. Ou alors si on est un petit peu trop nerveux et un petit peu trop tendu, eh bien là on peut être rattrapé par un biais de négativité qui fait que on va se durcir un petit peu dans son approche, on va être un petit peu moins ouvert à l'autre et au participatif. Donc, cette notion de rien n'est jamais acquis et cette notion du temps long, c'est-à-dire qu'avec le cerveau, il faut donner du temps au temps et il faut se méfier de cette tyrannie de l'immédiateté. Cette tyrannie du temps, paradoxalement, nous en fait perdre beaucoup parce que nous conduit à faire beaucoup d'erreurs par précipitation. Donc, il faut trouver le bon compromis avec le cerveau entre donner du temps au temps et puis évidemment répondre aux injonctions bien du monde de l'entreprise. Et c'est tout ce bon équilibre qui est si difficile à trouver et qui est évolutif. Évidemment, rien n'est jamais acquis. Donc, ce sont des processus permanents, évolutifs, apprenants, où bien voilà, il faut toujours être en mouvement. Voilà, merci. Et vous... Voilà, ben, j'aimerais juste un dernier point, que j'ai déjà vu des mains se lever il y a temps en place. Donc, j'aimerais juste un dernier point annoncé au début sur des changements pour tous ou pas. Hein. On a eu Christophe qui nous a indiqué que quand la seule valeur c'était le pognon, c'était très difficile de mettre en place. C'était une de mes questions, hein, c'est clair. Quand les valeurs de l'entreprise, c'est d'en racheter une autre en difficulté ou d'être très haut en bourse, etc.,
Il me semble, Christophe, vous l'avez esquissé, que ce type de management va pas forcément coller, quoi. Non, ça c'est hyper important. Je pense que une des clés, c'est la notion de performance elle-même. Parce qu'il faut la performance, mais justement, il n'y a pas de performance sans bienveillance, il n'y a pas de bienveillance sans performance non plus. Donc il faut la performance, mais quelle performance? Et comment est-ce qu'elle définit la performance? Alors nous, le ECO, je ne sais pas si vous connaissez le modèle Bicorp, c'est un modèle d'entreprise durable au niveau international qui a été créé par Patagonia il y a 15 ans. Parce qu'aux États-Unis, si vous êtes une corp et vous ne maximisez pas de profit pour vos actionnaires en tant que direction, vous êtes pénalement attaquable. Parce que vous êtes une forte profit, faire du profit, donc si vous ne pouvez pas du profit, a priori, n'importe qui pourrait vous dénoncer, les actionnaires. Donc, bon, évidemment, le modèle a un petit peu changé maintenant, le modèle américain, mais Bicorp, c'est un statut juridique aux États-Unis. Et ils ont redéfini la notion de performance en disant que pour être performant, il fallait être sur 5 axes. La performance client, que j'en sois content de la qualité de ce que vous offrez, que vous soyez aussi rentable, ne perdez pas trop d'argent non plus. L'impact sur l'environnement, l'impact sur les gens à l'interne, people, l'impact sur les gens à l'externe, les communautés, et la gouvernance, qui est aussi un levier de performance, la transparence, etc. Et si vous redéfinissez la performance comme ça, en fait tout s'ensuit. Mais le problème, c'est que si vous avez une dichotomie entre ce que vous essayez de faire de sympa ou de bienveillant, etc., et cette vision de la performance qui est dictée soit par une gouvernance que sont vos actions, etc., on a déjà compris, ça ne fonctionne pas. Donc oui, il faut une nouvelle carte mère pour la compréhension de ce que la performance des organisations et la performance traditionnelle, chiffre d'affaires, rentabilité, dans lequel sont restés une grande partie, malheureusement, de l'économie et surtout ceux qui défendent l'économie ABR, l'économie suisse et l'usage. Globalement, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Et du coup, on a de plus en plus en fait, de trous qui se fait entre la population, les consommateurs, les collaboratrices et collaborateurs, et puis le monde traditionnel des entreprises. Pour les recoller, on doit le faire par cette nouvelle interface qui est cette nouvelle vision de la performance. Bon, un mot de la fin, j'en parlerai. Je pensais en vous écoutant que tous ces modèles de VAL, finalement, sont parlés de valeur, mais aussi de la perception qu'on peut avoir d'un job, d'un travail. On va rendre un petit hommage muet à David Graeber et sa notion des bullshit jobs. Le sociologue, aujourd'hui, le point essentiel pour avoir un management tel qu'on l'a décrit là est plutôt engageant, plutôt attirant, c'est d'avoir des jobs qui le sont aussi, y compris par leur salaire, etc. Ça ne doit pas être un gadget, quoi. Alors, ce n'est pas un emplâtre sur une jambe de bois. Je ne peux pas rendre Patraillant de boulot qui ne l'est pas. Je ne peux pas rendre Patraillant un boulot, comme tu disais, où les gens sont en fait des robots. Donc, c'est effectivement une conception globale du projet entrepreneurial qui doit passer par les valeurs et qui a un sens. Sinon, tu vas juste faire du foot, ça aussi. Et par contre, sur la question, est-ce qu'on peut le faire partout? Moi, je crois qu'il n'y a aucun secteur où on ne peut pas le faire. On peut le faire dans le privé, on peut le faire dans le public, dans le parapublic, on peut le faire dans des toutes petites entreprises. On va accompagner les toutes petites, on accompagne les très grandes. Mais c'est vraiment cette histoire de valeur. Et est-ce qu'on a un projet commun ensemble qui fait sens pour tous? Et avec ça, on arrive à construire, même dans des secteurs qu'on peut dire hyper performants, qui doivent être très agiles. Au contraire, ça peut être très bien. Voilà, ça se transforme en gadget et un message final sur le fait que ça peut s'appliquer partout. Merci à tous les 5 pour ces échanges. On va ouvrir, alors je ne sais pas, peut-être le deuxième micro là, quelqu'un peut le promener. Voilà, monsieur là, à lever la main. Il y a un petit moment déjà. Alors on va passer à un deal. Hein. C'est qu'à un moment donné, le micro est rendu. Moi, j'avais une question pour les 5 personnes. Si dans le futur, il y aura des améliorations, soit côté cerveau qu'administratif. Maintenant, c'est Angelo. J'ai fait 10 ans à la Fondation Domus. Je n'ai pas compris, soit côté cerveau. Oui, comme il a dit Evan, quand il a parlé, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, c'est vraiment ça que le cerveau, si on l'entraîne comme ça dans des nouvelles pratiques, est-ce qu'il va évoluer comme l'intelligence qui s'adapte, qui est artificielle? La question est pour moi? Oui. Pardon. Oui, alors oui, c'est ça qui est formidable avec le cerveau, c'est que nous avons en nous
une neuroplasticité qui nous permet de reconfigurer notre cerveau en permanence. Donc, quand on acquiert une nouvelle façon de travailler, sur tout ce dont on a parlé, sur la bienveillance, etc. Oui, on reconfigure notre cerveau au niveau d'ailleurs neurobiologique, au niveau, mais aussi au niveau structurel. On va transformer certaines parties de son cerveau. Donc, c'est tout à fait extraordinaire et c'est un défi formidable, mais à la condition, et là tout à l'heure on a parlé des valeurs et du sens, à la condition d'avoir un alignement entre tout ça. C'est-à-dire que les valeurs qui sont proclamées doivent être incarnées. Sinon, on va avoir des dissonances qui vont mettre les cerveaux en état de tension. Donc, le rôle d'un dirigeant, le rôle d'un manager, c'est de limiter au minimum tous ces foyers de dissonance pour être parfaitement alignés, pour que chacun sache parfaitement où on va, à la fois individuellement et collectivement. Merci. Merci. Voilà. La raison d'être de la Fondation, c'est les personnes accompagnées, les résidents, les bénéficiaires, je crois que utiliser ces différentes exceptions. Vous en avez peu parlé durant tout cet échange. J'ai deux questions assez concrètes. Quel est l'impact sur les personnes accompagnées? Et puis la deuxième question, est-ce que vous avez élargi, si oui, comment le modèle ou l'approche de dynamique participative à ces personnes? Merci de poser cette question parce qu'elle est fondamentale dans notre pratique et dans notre quotidien. En fait, il s'est passé un phénomène très intéressant, c'est que la Fondation s'est mise en route dans ce processus il y a bien quelques années. Alors, on avait un concept de prise en charge qui était évidemment un concept bienveillant, un concept, mais également un concept aussi composé d'anciens fonctionnements. Le travailleur social, l'infirmier était quand même la personne qui savait, l'expert, en lieu et place souvent malheureusement du bénéficiaire. On a revu notre concept managérial et ça nous a invité à revoir notre concept de prise en charge et de le rendre cohérent avec ses valeurs. Et du coup, le droit à l'autodétermination, la place du bénéficiaire a totalement changé. Et on a pu le faire parce qu'il y avait une cohérence entre le système de management et en fait le système, le concept de prise en charge, d'accompagnement. Et pour les collaborateurs de la Fondation d'Eau, ça je parle aussi sous leur contrôle, eh bien, il y a une ligne, il y a une cohérence qui est là, qui est vécue, et l'un nourrit l'autre. Il est aujourd'hui en Valais et en Suisse, donc on a les normes de la CDPH, la Convention des droits des personnes en situation de handicap que l'ONU a édictée, qui met l'autodétermination au cœur. Mais comment dire à nos équipes, le bénéficiaire a le droit de s'autodéterminer, il a une liberté, il a un pouvoir d'agir, si le collaborateur de la Fondation n'a pas ce pouvoir d'agir? Ce n'est pas possible. En tout cas, il y a une incohérence qui rend la mise en œuvre très difficile. Donc, ce système de management a eu un impact fondamental sur les prises en charge, sur les accompagnements, sur la dynamique qui est en train d'être vécue au sein de la Fondation. Et les bénéficiaires sont de plus en plus impliqués dans toutes les décisions qui les concernent. On a encore du chemin à faire, on n'a pas encore abouti. On a énormément de projets dans ce sens-là pour rendre à nouveau ce pouvoir d'agir aux personnes concernées. Merci. Ah oui. Oui, pardon. Non, c'était une des plus grosses organisations sans hiérarchie du monde. C'est la plus grande connue, c'est Buurtzorg, une entreprise qui, dans l'aide de soins à domicile, ils sont 15 000. Donc 15 000 sans hiérarchie. Et en fait, le fondateur dit un truc qui, moi, m'a beaucoup marqué, d'ailleurs, a été un des déclencheurs chez nous, c'est de dire, j'avais des patients dans une organisation qui me demandait de faire beaucoup de reporting, avec beaucoup de chefs, avec beaucoup de contrôles, etc. J'avais plus le temps de m'occuper de mes patients, tellement je faisais du reporting, parce qu'on avait une hiérarchie hyper stricte. En fait, la personne, elle quitte la boîte pour créer sa boîte, et 3 ans après, elle se rend compte qu'elle a mis en place exactement le mécanisme dans l'organisation de la boîte précédente. Ils sont 300 à ce moment-là, je crois.
Et là, il dit non, stop, je suis prêt à agir, il met en place un modèle dérivé de la Cratie, etc. Donc, c'est des modèles qui sont particulièrement faits pour les métiers dans l'humain, où la personne qui sait le mieux est celle qui est le plus proche du patient. Et le patient lui. Voilà, moi j'avais une question surtout par rapport à la motivation des équipes. Et on sait qu'il y a un gros turnover. Avant, j'ai compris qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui était parti de la formation. Mais c'est de comment garder la motivation de ceux qui restent pour pas perdre le but, l'objectif final, et de garder quand même le service à la clientèle. Ça c'est clair d'une part, parce qu'on sait que c'est pas facile de recruter des gens, et quand on voit commencer à avoir des équipes qui commencent à perdre énormément de monde, bah, comment garder la motivation des autres, quoi. Alors, je ne vous cache pas que c'était des périodes complexes, on ne va pas le dire autrement. Je dirais, on a eu 2 ans, puis je vais vous articuler des chiffres, parce qu'il faut être clair aussi autour de la table. Hein. On a eu, Jean-Charles vous avez dit 20% de turnover, on arrive à 19 pour la première année. Puis la deuxième année, je suis encore allée voir les chiffres hier, on était à 16. Et aujourd'hui, on a 5,85 en 2023. Hein. Donc, en dessous de la moyenne globale. Donc, c'était compliqué. Les gens qui partent, ça amène d'autres gens qui partent, parce qu'il y a une perte de confiance, ça c'est évident. Et là, moi, j'aimerais dire aussi que Philippe il a été instrumental dans tout ce vécu, parce que lui, il est resté un phare. Il est resté ce phare de la tempête. Et puis, voilà, moi, j'avais beaucoup les mains dans le cambouis, on va dire. Il n'y avait pas de la peine aussi à me dire, ben voilà, le débat, c'est pas si grave, etc. Oui, on peut tous se dire ça, mais donc on n'a jamais eu de danger sur notre prise en charge, donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Et j'ai vraiment l'impression qu'un des moteurs, c'était que petit à petit, chemin faisant, on a trouvé le sens, on a trouvé la beauté. Et aujourd'hui, on a quelques ressources aussi journalistiques et autres qui sont en ligne sur notre site avec des collaborateurs qui témoignent. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, ils se remplissent aussi. Hein. Ils me parlaient encore ce matin avec des collaboratrices, elles me disaient, mais ce que je vis au job, mais je le vis dans ma vie privée, finalement. Je le ressens très, très fortement avec mes enfants, avec mon mari, et moi aussi, par exemple, à titre personnel. Et c'est une sorte d'expérience totale. Hein. Si on veut le dire, c'est un petit peu Michel Foucault par des institutions totales, mais là, c'est l'expérience totale. Et voilà, quand les gens me disent, moi, j'aimerais plus revenir en arrière, et moi non plus. Donc, c'est ça, les ressources. Et puis encore un autre chiffre, hein, parce que même si on est dans le social, les chiffres, je trouve qu'ils s'en parlent aussi. Ces dernières années, on a entre 70 et 80% des gens qu'on engage qui sont référencés par nos collaborateurs. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a souci de recrutement. Je ne vais pas vous dire que demain, ça sera la même chose. Hein, peut-être ça va être compliqué. Peut-être qu'il y aura des changements, on n'en sait rien, mais aujourd'hui, c'est déjà en tout cas le succès qu'on a vu. Un élément de réponse. Effectivement, dans ma pratique, l'introduction de ce genre de système bouscule beaucoup. Et 20% de turnover fait souvent partie du processus. Et un des gros enjeux pour créer la confiance chez ceux qui restent, c'est accepter les départs et accompagner les départs. Pas culpabiliser ceux qui partent, on discute avec eux, on vérifie que c'est un vrai choix et que la personne ne voit plus du sens, et puis on l'accompagne vers ailleurs. Et ça renforce la confiance des gens. C'est la question de la motivation. Motiver, ça va trop vite. On se motive, on ne peut pas motiver quelqu'un. Et en fait, on doit mettre en place une organisation où les gens se motivent parce qu'ils ont un impact sur les conditions de cadre. Motiver les autres, ça n'existe pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à être motivé. On peut pas... Vraiment, ces modèles autonomisants font en sorte que les collaboratrices et collaborateurs ont plus d'impact sur leurs conditions de cadre que dans les modèles traditionnels. Vraiment, on force, on pousse les gens à se motiver parce qu'ils trouvent du sens à ce qu'ils font et puis ils ont aussi un levier de décision par rapport à ce qui est important pour eux. Donc, et puis que les gens partent, finalement, Lalou dit aussi 20% hein, dans son bouquin. On a vécu un peu moins aussi parce qu'on était jeunes, donc je pense qu'on avait déjà finalement des fondamentaux qui étaient très proches, mais en fait, il faut l'accepter. Et même, il faut mieux réussir les départs que les arrivées. Je pensais qu'il fallait mieux réussir les départs que les arrivées parce que quelqu'un qui va sortir de la fondation va en parler, évidemment, va rester connecté. On a beaucoup de gens qui reviennent. Et on l'accepte, c'est super, bien, part, fait ton expérience, revient.
Et moi, je pense que aussi la membrane de l'entreprise est en train aussi d'exploser. La différence entre le dedans, le dehors, qui c'est qui est dedans, qui c'est qui est dehors. On parle de communauté aujourd'hui, de gens connectés. Peut-être ces gens, ils vont revenir. Peut-être ces gens, ils vont être des partenaires. On ne peut pas simplement dire, tu quittes, tu n'es plus mon ami, et puis tu as un gros salopard, tu as un modèle, etc. Et je pense, là, aujourd'hui, on le voit très fort dans ce type d'organisation aussi, c'est le fait de mieux réussir un départ qu'une arrivée. Madame, oui, madame. Par rapport à le turnover était similaire avec l'absentéisme. Vous avez vu un accroissement, une réduction de l'absentéisme? Oui. Le turnover, c'est une chose, évidemment, mais la santé, l'impact, c'était une des manières de gérer finalement quand une organisation, elle est un peu chaotique, parce que ça a été le cas au début, une des manières de se protéger, voilà. Donc on n'a pas d'autre choix, des fois il y a des absences. Et c'est vrai, on parlait avant du label, Erwan avait évoqué qu'on vient de soir, le Friendly Workspace, c'était aussi vraiment essentiel, et ça rejoint les éléments de Bicorp, où on dit, oui, la santé des collaborateurs, ça c'est un message aussi fort. Il y a un impact financier direct, et dans les modèles de promotion santé suisse, pour l'obtention de ce label, toutes les mesures qu'on doit faire, c'est des mesures aussi de flux financiers. Et finalement, voilà, on voit aujourd'hui, je dirais, l'absentéisme des personnes malades, il y en aura toujours. Je veux dire, en plus, dans une société, voilà, l'entreprise, elle reflète la société, on fait pas mieux. Mais de nouveau, j'ai beaucoup aimé ce que Christophe, tu as dit sur les départs. Là, c'est la même manière, c'est comment on accompagne. Et c'est la clé de tout. Finalement, on a une manière d'accompagner les collaborateurs quand ils sont malades, moins bien, et ça change tout. Et puis peut-être qu'on les accompagne vers une sortie ou vers une reprise. Mais c'est le processus qui importe. Ouais. Moi, j'ai bien compris, il faut des sécuritas qui vont avec le collaborateur. Excusez-moi, il y a un ajout là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment une question de santé. Alors, déjà, bravo pour le label. Moi, je suis membre de cette fondation de santé suisse. Je suis ça, et je suis passionné par la question de santé parce qu'elles sont souvent explicatives de beaucoup de choses. Et en fait, en 2022, on a vécu la pire année de l'histoire de la Suisse en termes d'absentéisme. On a l'impression qu'on ne s'est jamais aussi bien occupé des gens, et les gens, ils n'ont jamais été aussi malades. Et c'est vrai, hein, c'est la réalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des organisations qui produisent beaucoup de gens déçus, fatigués, malades, etc., désabusés. Et il faut se poser les vraies questions du pourquoi. Et c'est la question du sens, c'est la question de l'autonomie donnée, c'est un des actes fondamentaux pour moi de réponse à tout ça. Sans compter les facteurs extérieurs que Perron a évoqué au début de sa conférence, le climat, l'anxiété. C'est tellement anxiogène ce qu'on vit que les organisations doivent redevenir dans des lieux où les gens sont en sécurité. Ce qui va des fois à l'encontre des fois de l'autonomie et de la responsabilité, c'est ça qu'il faut beaucoup travailler. Oui, merci. Merci à tous pour la présentation, c'est super intéressant pour moi. Je me demandais si dans le cadre de la mise en place du management participatif, est-ce qu'il y a des indicateurs? Vous avez parlé des chiffres. Est-ce qu'il y a des indicateurs de succès que vous utilisez pour communiquer avec les comités de direction, les comités de gestion? Et si vous les avez, ça m'intéresserait de les connaître. Voilà, merci. Moi, je pense qu'il faut que les indicateurs doivent toujours correspondre à la mission. Donc, ils ne sont pas standards et je les fais varier chaque fois. Comment on demande à l'institution, pour toi, c'est quoi réussir, comment tu mesures ça, et je déclinerai là-dessus. Après, il y a quand même des indicateurs assez standards, l'évolution du turnover, l'évolution de l'absentéisme court, par exemple. On se rend compte que là-dessus, on a très vite des effets assez forts, mais en sachant que c'est le but du changement. Donc, en général, ça commence par augmenter dans la phase de transition, puis après, ça baisse et c'est durablement bas. La phase de chaos.
Je ne voulais pas sans censurer les questions à venir. Oui. Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Nous, on est une petite entreprise à 8 personnes qui est aussi en management participatif par effet de limitation de l'information de nous, dont on se charge de la communication. Et je me demandais, alors, à détail peut-être pas, mais est-ce que dans une grande entreprise, on peut se dire tout à coup, bon, là, dans ce secteur-là, on ne va pas leur imposer ça parce que j'ai pas la tendance, ou je ne sais pas, quel secteur, ils ont vraiment besoin que ce soit carré, donc on leur dit, etc. Donc, est-ce que dans les grandes entreprises, ça peut cohabiter des cellules non participatives avec d'autres? Alors, je ne sais pas si je peux répondre totalement à la question, mais à un autre niveau, j'ai l'impression que non, ce n'est pas possible. Mais, quel mais, hein, Erwan? Non, mais Il a oui, mais le problème. oui, mais. Non, mais ça va. Elle a bien suivi, hein. C'est important que les services ou les secteurs puissent aller à des rythmes différents. Il y a effectivement des services qui vont peut-être pour mettre en place le management participatif avec une mobilisation plus importante à un moment donné, et qu'un autre service ait besoin de plus de temps, plus de coaching, et il est, à mon sens, important de respecter les rythmes individuels et les rythmes des équipes, et de communiquer dans ce sens-là. On n'est pas obligé d'aller être tous au même niveau, au même moment. Mais je m'adresse aux autres, je sais pas, si vous partagez ce point de vue. Peut-être qu'il y a aussi une question assez difficile, hein, parce que c'est vrai que, parce qu'on évoquait avant avec une entreprise qui va mettre en place des modèles, puis après ils vont se donner à la fin de la récréation. Le problème, c'est que si vous avez une partie de l'organisation qui est comme ça, une partie qui est comme ça, bah, peut-être des fins de récréation, donc on a un peu plus dans l'équipe. Donc ça c'est déjà un point. Et puis, il y a quand même 3 niveaux d'agilité tel qu'on le perçoit. Il y a le niveau opérationnel, il y a le niveau organisationnel, puis il y a le niveau stratégique. On peut imaginer qu'au niveau opérationnel, on puisse agiliser des bouts d'entreprise. Au niveau organisationnel, c'est déjà relativement plus compliqué. Hein, la question des décisions, ressources humaines, etc., c'est plus compliqué. Au niveau stratégique, évidemment, c'est plus compliqué. Parce que ça, il faut vraiment que tout soit aligné si on veut vous retrouver avec des pans de l'organisation qui sont plus en phase avec les autres. Organisationnel, on en trouve partout aujourd'hui. Des entreprises qui ont un secteur à 4 semaines de vacances parce qu'ils ont telle CCT, puis un autre à 5, enfin, les journalistes. Hein. Nous, on a une CCT qui nous protège à 5 semaines. Le personnel administratif, c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on a changé d'entreprise, mais avant, on n'avait pas les mêmes vacances que les journalistes qui étaient sous les CCT. C'est pas tellement une question d'agilité. Non, mais très, de point de vue organisationnel, dans le modèle traditionnel, on va dire, non réfléchi, participatif, on a déjà ce genre de différence entre secteurs. Bref, après, le problème, c'est pour pas en plus avoir l'apéro, on retrouve la théorie du modèle, mais non, pas du tout. Mais en fait, pour nous, ce qu'on entend par agilité organisationnelle, c'est l'autonomie donnée aux actrices, aux acteurs du modèle, d'avoir un impact sur la position de cadre, notamment les salaires, etc. Ce sont des mots d'ordre pour nous organisationnels. Là,